Alors, bonjour à vous deux. Donc, on est content d'être au ministère, venir voir un petit peu, parce qu'on le rappelle aux gens, en 2009, on a fait une série de capsules en collaboration avec le ministère. C'était bien intéressant. On a vu beaucoup de belles facettes qui se passent en forêt. Maintenant, il y a quand même de l'eau qui est coulée sous les ponts depuis ce temps-là. J'aimerais peut-être que M. Sanson, vous nous expliquiez un petit peu qu'est-ce qui se passe ici à l'unité de gestion maintenant, aujourd'hui. Bon, en fin de compte, l'unité de gestion, le gros du travail dans le cadre du régime forestier qui prévaut actuellement, c'est faire la planification des opérations d'aménagement forestier sur le territoire de l'unité de gestion Portneuf-Laurentides. Ça, c'est un des volets. Et le second, c'est de faire les suivis et contrôles des activités d'aménagement forestier sur le territoire pour s'assurer du respect des obligations, des lois et règlements là, qui peuvent s'appliquer. Puis il y a également un aspect où on a une unité de service, là, où on a une porte d'entrée au ministère pour les citoyens, là, pour tout ce qui concerne la réalisation d'activités d'aménagement forestier là, sur le territoire. Okay. Quand on parle de planification, c'est qu'avant, dans le fond, les entrepreneurs forestiers avaient des terres, il fallait qu'ils aillent là. Et maintenant, c'est vous autres qui faites cette planification-là. Là. C'est un petit peu ça? Oui, effectivement. Depuis le 1er avril 2013, il y a eu la mise en vigueur, là, la loi sur l'aménagement durable du territoire forestier, où en fin de compte, le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs aujourd'hui a repris en charge la responsabilité d'élaborer la planification forestière là, pour permettre aux industriels là, qui ont des garanties d'approvisionnement d'aller chercher les volumes de bois qu'ils ont besoin. Okay. Monsieur Jacques, de votre côté, on parle du ministère qui est à Québec. Donc, peut-être dire un petit peu tout ce que vous faites. Vous autres, vous êtes plus haut que ça. Vous faites toute la planification. Vous gérez un petit peu toutes les orientations gouvernementales, j'imagine. Oui, exactement. En fait, ici, à l'unité de gestion, c'est vraiment le bras agissant du ministère. C'est là que l'action se passe. C'est vraiment opérationnel. Ils travaillent dans le concret. D'un autre côté, c'est le bureau dans lequel transigent les orientations gouvernementales, dites provinciales. On met une couleur à ces orientations-là, plus régionales, puis on travaille en collaboration avec des gens comme Pierre, responsable des opérations. Au bureau régional, c'est un bureau d'environ une vingtaine de personnes, beaucoup de professionnels, techniciens forestiers, ingénieurs, biologistes aussi. Donc, on donne des orientations et on supporte énormément aussi les gens en unité de gestion là, dans leurs activités. Vous êtes pour la capitale nationale ou pour tout le Québec? Capitale nationale, je veux dire Appalaches. Donc, okay. Il y a 3 unités de gestion dans la région, Duchesnay, Charlevoix et Montmagny. Okay. Puis au Québec, il y en a combien? Excellente question. Avancer un chiffre comme ça, là, je vous dirais possiblement une quarantaine d'unités de gestion, puis une 12 ou 13 régions. Je n'ai pas le chiffre exact, mais ça tourne dans ces environs-là, selon moi. Monsieur Sanson, vous me parliez entre autres de la gestion ici. Il y a comme 2 départements, puis il y a combien de personnes en tout ici à l'unité de gestion? Bien, à l'unité de gestion, il y a 15 personnes, majoritairement des techniciens forestiers. On est 2 ingénieurs forestiers. Il y a 2 divisions, la planification et les opérations forestières. Moi, je suis responsable de la division des opérations forestières. Donc, en gros, ça se répartit moitié-moitié pour ce qui concerne la division de la planification puis la division du suivi des opérations. Okay. Ça représente combien de personnes en tout dans le bureau ici? On est 15 personnes, dont le chef, le gestionnaire, là, mais en termes d'employés, c'est 14 là, sur le terrain et sur le travail planification au bureau. Quand vous parlez de votre côté, la planification forestière, dans le fond, vous allez sur le terrain pour aller voir si tout est conforme? Comment ça fonctionne? Bien, la planification va déterminer les besoins. C'est planification on peut dire qu'il y a 2 niveaux. Il y a une planification des opérations de l'année en cours, à court terme, moyen terme, puis à plus long terme là, pour avoir une idée où on va aller dans le futur pour permettre le développement du réseau routier. Une fois qu'on a établi les secteurs potentiels d'intervention, bien là, il faut se documenter pour être sûr d'avoir toute l'information pour faire les bons traitements aux bons endroits. Donc, ça génère des besoins d'inventaire d'intervention. Puis à ce moment-là, on peut faire les inventaires d'intervention soit en régie à l'interne avec le personnel qu'on a ou donner des contrats d'inventaire pour aller chercher la donnée terrain pour s'assurer de faire les bons traitements au bon peuplement. Servez-vous, j'imagine, de l'aérien aussi ou c'est un petit peu un mélange de tout, c'est ça? Bien, il y a
il y a toutes sortes de moyens. Là. C'est surtout de la donnée terrain où on va se déplacer, faire de la cueillette de données sur le terrain, là, identifier les essences qui sont présentes, la maturité des peuplements. Puis, de plus en plus, dans certaines portions de territoire aussi, il y a une technologie là, qui est du LIDAR. C'est à partir de photos aériennes où on peut aller chercher là, de l'information complémentaire pour s'assurer de faire une bonne planification. Monsieur Jacques, votre domaine forestier a beaucoup changé depuis 2013. Il y a eu quand même une nouvelle politique qui est arrivée. Peut-être nous parler un petit peu de tout ce que ça a occasionné comme changement. Oui, on parle du nouveau régime forestier. La particularité, c'est que historiquement, c'était les compagnies forestières qui faisaient la planification. Tout ce que Pierre Sanson vient de vous mentionner. Toutes les activités qui en découlent aussi. Depuis 2013, 1er avril, c'est le gouvernement qui a repris ce mandat-là. Donc, je vous dirais que la moitié, sinon le 3/4 là, des employés, là, que ce soit à l'unité de gestion ou au bureau régional, ils sont affairés à ce travail-là. Donc, on parle d'une activité qui est assez large, qui est assez complexe, qu'on a repris, puis on en est très fiers aussi. Parce que vous en avez de la forêt, là. Oui, ben, je pense au niveau provincial, là, on parle de 92 % là, grosso modo, là, de la forêt qui est publique. Là. Donc, oui, on parle de beaucoup de forêts. Là. Puis comment vous faites pour déterminer que là, on est rendu à cette forêt-là ou une autre? Là? Comment vous faites ce choix-là? Pierre Sanson l'a un petit peu abordé tout à l'heure. Il y a la planification opérationnelle qui est réalisée ici localement à l'unité de gestion. Il y a aussi le bureau régional qui a une planification plus stratégique, plus tactique. Donc, on parle de plus du long terme, des enjeux forestiers, des enjeux fauniques, écologiques, environnementaux. L'aspect financier aussi qui est de plus en plus regardé, s'assurer là, qu'on est rentable puis qu'on apporte de l'eau au moulin là, auprès des compagnies, là, puis ils peuvent faire que ce soit profitable pour eux. En avril 2013, le nouveau régime forestier du Québec, basé sur les principes de l'aménagement durable des forêts, est entré pleinement en vigueur. Ce régime met en place un nouveau droit forestier, la garantie d'approvisionnement, et implante un marché libre des bois dans les forêts publiques du Québec. Ce régime forestier répond aux demandes historiques formulées par l'industrie et le gouvernement américain. Les prix pour le bois sous garantie sont maintenant déterminés par une approche de transposition directe des prix d'enchères, ce qui fait en sorte que l'ensemble du bois récolté dans les forêts publiques du Québec est payé à sa juste valeur marchande. Les garanties d'approvisionnement sont donc octroyées aux entreprises en retour du paiement d'une redevance annuelle. Ces droits visent à offrir aux entreprises une certaine stabilité d'approvisionnement et à leur donner une vision à plus long terme. Depuis la mise en place de ce régime forestier, les producteurs paient donc le prix du marché pour le bois provenant des forêts publiques et ce bois n'est pas subventionné. M. Sanson, qu'est-ce que ça représente comme visite de terrain? Êtes-vous obligé d'y aller 2, 3, 4 fois durant la saison? Comment ça fonctionne? Oui, dans nos suivis et contrôles, il y a deux niveaux d'intervention. Là. Il y a ce qu'on appelle un suivi de chantier. Donc, au cours de la saison d'opération, on va faire au minimum une visite dans chacun des chantiers pour s'assurer que tout va bien, que qu'on respecte là, les prescriptions et les planifications qui étaient faites, là, qui étaient planifiées. Le deuxième aspect des suivis et contrôles qu'on fait, c'est majoritairement s'assurer que les lois et règlements applicables là, sont respectés. Et ça concerne majoritairement, là, il y a une attention particulière qui est apportée, là, c'est tout ce qui concerne là, la construction de chemins et les traverses de cours d'eau là, pour assurer là, la qualité de l'eau et l'habitat du poisson. Effectivement, on l'avait vu ça en 2009, par exemple. Un chemin, il faut que ce soit fait d'une certaine façon. Même chose aussi, comment on coupe. Maintenant, il y a beaucoup de réglementations qui sont maintenant en vigueur. Bon, il y a la loi sur l'aménagement durable du territoire forestier qui a modifié la loi sur la forêt. Actuellement, en date d'aujourd'hui, on travaille encore avec le règlement sur les normes d'intervention.
c'est ce qui contrôle, qui amène les modalités d'intervention pour protéger les différentes ressources qu'on trouve sur le milieu forestier. Ce règlement sur les normes d'intervention-là va être modifié par le règlement sur l'aménagement durable du territoire forestier, qui est un peu comme un RNI amélioré. Là. Mais c'est majoritairement nos interventions sur le terrain, c'est pour s'assurer du respect là, de ces lois et règlements-là. Pour s'y assurer, en fin de compte, il y a l'unité de gestion ici, il y a une personne attitrée à temps plein qui s'affaire à vérifier si ces éléments-là ont été respectés par les compagnies. Donc, il y a une personne à temps plein là, qui est dédiée là, à cette activité-là. J'imagine que cette personne-là, vous faites des rapports occasionnellement pour voir si tout est sous contrôle. Là. Oui, c'est en plein ça. Bien, lorsqu'on est en suivi de chantier, on comprend que c'est... il y a du contrôle oculaire, c'est s'assurer que globalement, tout semble bien aller et est conforme là, à ce qui était prévu à la planification. Lorsqu'on détecte des éléments qui nous semblent non conformes, on va demander des actions pour corriger la situation. Puis lorsqu'on est en suivi et contrôle là, du règlement sur les normes d'intervention, lorsqu'on détecte des non-conformités, il y a des avis de non-conformité qui sont émis à l'entrepreneur qui réalise les travaux, où on donne des délais là, pour apporter des corrections et assurer des suivis, des retours pour nous confirmer que les travaux demandés ont été apportés. Okay. Puis dans ce cas-là, quand il y a des amendes ou des choses comme ça, c'est vous autres qui embarquez dans le dossier? Ou au niveau des amendes, mais pas vraiment en fin de compte, comment ça fonctionne, c'est que l'unité de gestion signe une entente de récolte avec les industriels de la région. Okay. Cette entente-là leur donne les légitimise là, à opérer en forêt. Celle-ci prévoit certaines pénalités, certaines clauses, des respects de règlements et de lois. En fin de compte, l'entente comme telle, le respect de l'entente est délégué à l'unité de gestion. Okay. Comme j'ai mentionné d'entrée de jeu tout à l'heure, nous, notre mandat, c'est de supporter les unités de gestion, leur donner des orientations. Donc, lorsque nécessaire, là, on peut discuter de certains dossiers. Par contre, l'entente est bien écrite, est bien libellée. On parle de plusieurs pages qui à l'intérieur. Donc, tout ça est bien inscrit à l'intérieur. Puis, c'est vraiment ici Pierre Sanson avec le chef de l'unité de gestion qui ont le mandat là, de voir à son application. Oui, pour compléter, il y a deux, comme Jean-Philippe mentionnait, les opérations se font dans le cadre d'une entente de récolte, qui est signée avec les bénéficiaires d'une garantie d'approvisionnement, les industriels. Donc, il y a des éléments, il y a des aspects pénals concernant des amendes ou des pénalités administratives en vertu de l'entente, du contrat qui est signé, comme tout contrat. Puis, il y a l'aspect quand c'est... en infraction par rapport à des lois ou règlements, bien là, à ce moment-là, on embarque dans le système judiciaire. Okay. Tantôt, vous me parliez de visites. Est-ce que les visites sont surprises ou sont annoncées? Ils sont pas annoncés. C'est sûr qu'on peut faire une visite de chantier suite à une demande du contremaître sur le terrain de l'entrepreneur où il y a une problématique particulière. Puis avant d'intervenir, il va demander notre collaboration. On va être là en support. Mais d'ordre général, nos suivis et contrôles sur le terrain là, sont faits là, sans préavis. Au Québec, c'est le Bureau de mise en marché des bois qui est responsable d'établir la valeur marchande des bois que doivent payer les détenteurs de droits forestiers, ainsi que la valeur de la redevance annuelle que doivent payer les bénéficiaires de garanties d'approvisionnement. Les règles d'enchères mises en place sont basées sur les meilleures pratiques à travers le monde et assurent l'obtention du juste prix. En tout, environ 25 des volumes disponibles aux entreprises sont offerts par les enchères publiques. Le régime forestier québécois vient réaffirmer que le Québec est un leader mondial en matière d'aménagement durable des forêts. Désormais, les communautés locales et les Premières Nations occupent un rôle prépondérant dans le processus de planification forestière, et ce, partout au Québec. Alors, justement, M. Jacques, si on prenait un entrepreneur qui veut couper du bois, peu importe que ce soit du feuillu, du résineux, il procède comment? C'est quoi à partir de zéro, comment il procède? En forêt publique, les industriels de la région possèdent des garanties d'approvisionnement. On les appelle les bénéficiaires de garanties d'approvisionnement. Un entrepreneur qui veut aller aller faire des activités forestières de récolte doit aller voir ces entreprises-là pour pouvoir effectuer des travaux.
Donc, les BGA ont un certain volume. Par exemple, si dans la région, il y a série Dion, série PSA, il y en a plusieurs, je ne les nommerai pas tous. Donc, par exemple, un BGA a 30 000 m3, il peut engager plusieurs entrepreneurs qui effectuent des travaux pour réaliser ces interventions-là. Donc, un coup qu'ils sont réalisés, les bois sont acheminés à son usine, c'est là que la transformation a lieu. Au niveau des volumes, il y a une certaine partie, la majeure partie des bois sont réservés à ces bénéficiaires de garantie d'approvisionnement-là. Il y a une autre partie qui est réservée pour le bureau de mise en marché. Donc, il y a une vente aux enchères qui a lieu au courant de l'année. Je ne dis pas une, plusieurs ventes aux enchères. Donc, pour permettre à l'ensemble des entrepreneurs, des compagnies de la région ou de la province, parce que ce n'est pas réservé à la région, de pouvoir soumissionner sur les bois là, qui sont en place. Ça, c'est le ministère à Québec qui gère ça, c'est ça? C'est un bureau, on appelle, c'est une direction à part. On a beaucoup de relations avec eux autres, bien entendu, étant donné qu'on fait de la planification forestière, puis eux viennent utiliser la planification qu'on fait pour venir vendre certains emplacements, certains lots de bois qu'on appelle. Okay. Puis là, à partir de cette décision-là, là, je repasse à M. Sanson, quand c'est décidé que mon entrepreneur, il sait où il va couper tout ça, bien là, c'est vous autres qui entrez en ligne de compte. Oui, effectivement, l'entrepreneur qui va avoir gagné la vente aux enchères va signer un contrat avec le Bureau de la mise en marché des bois. Puis à ce moment-là, nous, on intervient pour assurer tout ce qui est suivi et contrôle sur le terrain pour que les opérations réalisées soient conformes là, à ce qui a été prévu au contrat avec le Bureau de la mise en marché. Tout ce qui est suivi, contrôle, terrain, c'est mon personnel là, qui en assure le suivi. J'imagine que vous recevez le contrat, vous regardez les clauses, puis vous faites respecter ce qu'il y a là-dedans. Oui, effectivement. Il y a ce qu'on appelle une rencontre de démarrage qui est faite, où avant de débuter les opérations sur le terrain, on est assis avec un représentant du Bureau de la mise en marché des bois et l'entrepreneur et également avec l'ingénieur forestier qui va être responsable là, du suivi pour l'entrepreneur. Puis on fait une lecture commune des obligations de chacun là, dans le déroulement là, pour assurer le bon déroulement là, du contrat. Alors, on parle beaucoup du côté forestier, mais aussi tous les autres. Là, donc, peut-être nous dire les autres domaines d'intervention que vous intervenez. Bon, l'unité de gestion... en fin de compte, c'est la porte d'entrée là, pour les citoyens, là, pour tout ce qui concerne les activités d'aménagement forestier sur le territoire. Là. Donc, c'est sûr qu'une bonne partie de notre travail concerne, comme on mentionnait tantôt, les opérations forestières des bénéficiaires de garantie d'approvisionnement. Mais il y a tous les aspects qui concernent les autres permis, autorisations à d'autres fins que l'approvisionnement d'une usine. Là. On peut penser au permis d'exploitation d'érablières sur forêt publique, permis de bois de chauffage à des fins domestiques ou commerciales, tout ce qui est les activités en lien avec des activités d'aménagement faunique et récréatif, utilité publique. Si l'Hydro-Québec veut passer une ligne de transport électrique, bien, ça implique du déboisement. Donc, il y a toutes ce qu'on appelle les permis autres fins. Okay, qui doivent détenir une autorisation ou un permis, puis la demande doit se faire à l'unité de gestion pour ce qui concerne le territoire là, de Portneuf. Puis, un coup que la demande est reçue, on en fait l'analyse. Bien, dans certaines demandes, ça va nécessiter certaines consultations ou certains avis. Ça peut être des avis phoniques ou des avis où on n'a pas le personnel ici. À ce moment-là, bien, on transfère le dossier à notre direction régionale, là, principalement à Jean-Philippe, là, où eux autres vont intervenir à ce niveau-là. Alors, M. Jacques, j'aimerais que vous nous parliez aussi d'un autre élément important, les tables GIR. Ça c'est apparu tout récemment. Oui, tantôt on parlait du nouveau régime forestier. C'est un des éléments là, qui a été mis en place dans le cadre de ce nouveau régime forestier-là. Les tables GIR, les tables de gestion intégrée des ressources et du territoire, ça regroupe tous les intervenants du milieu forestier, que ce soit aussi au niveau du ministère, l'aménagiste qui est responsable de la planification opérationnelle. Il y a des gens de l'industrie, il y a des gens d'entreprises sylvicoles, les gens d'érablières, chasseurs-pêcheurs, récréo-touristiques. Je ne les nommerai pas tous, probablement je vais en oublier, mais vous comprenez un peu le fondement de ça. Puis, le rôle de ces tables-là, c'est vraiment d'échanger, surtout que les gens puissent se connaître davantage, puis d'échanger sur la planification opérationnelle. Donc, s'assurer que la planification est en lien avec les besoins
que tous les gens, tantôt on parlait des ZEC, les pourvoiries, on n'en a pas ici dans Port-Neuf, puis il y en a dans Charlevoix, par exemple. Donc, la planification et les opérations sont orientées en fonction de leurs besoins. Donc, en gros, c'est ça la table G. Puis, M. Sanson, est-ce qu'il y a quelqu'un de votre bureau qui est là-dessus? Oui, il y a l'ingénieur responsable là, de la planification, là, parce qu'on comprend que l'objectif de la table GIR, c'est d'orienter ou d'adapter la planification forestière. Donc, c'est l'ingénieur responsable de la division de la planification ici là, qui est présent là, à la table GIR. Tantôt, vous me parlez de tous les éléments là, importants qui ne sont pas forestiers, mais j'en ai oublié un, peut-être, c'est au niveau des gens qui sont villégiateurs sur des ZEC ou des choses comme ça, qui voudraient faire un chemin ou peut-être une intervention sur un lac ou des choses comme ça. Est-ce que c'est vous autres qui intervenez aussi? Oui, bien, toute activité, là, activité d'aménagement forestier sur le territoire doit être... doit préalablement détenir une autorisation ou un permis. Okay? Donc, comme je disais tantôt, dans ce qu'on appelle les permis autres fins, là, où il y a différentes catégories de permis, là, il y a, comme vous parlez pour les villégiateurs, c'est sûr que pour les villégiateurs, on va intervenir principalement à deux niveaux. Là. Souvent, c'est des permis de bois de chauffage, la récolte de permis de bois de chauffage à des fins domestiques. Puis souvent, il va y avoir également l'aménagement de chemins forestiers pour donner accès à leur terrain. Donc ça, c'est deux activités qui doivent être faites là, en détenant une autorisation là, pour permettre cette activité-là. Autre chose, si des fois, sur exemple, sur une ZEC, il y a un pont qui se brise ou des choses comme ça aussi, c'est vous autres qui pouvez donner je dirais, la consigne de le réparer d'une certaine façon, c'est ça? Bien, c'est sûr que tout ce qui concerne le réseau routier, sur les terres du domaine de l'État, les forêts publiques, l'infrastructure appartient au gouvernement. Lorsque un utilisateur emprunte le réseau routier ou emprunte un pont, bien, il doit s'assurer, principalement pour les ponts, là, de respecter les capacités portantes qui sont affichées. C'est sûr que la responsabilité d'afficher les ponts, l'évaluation de la capacité portante des ponts, c'est de la responsabilité du ministère. Puis, lorsqu'elle est insuffisante, que ce soit pour l'utilisation qu'un villégiateur va en faire ou la ZEC ou une industrie quelconque là, qui emprunte le réseau routier, bien, il doit préalablement détenir l'autorisation pour procéder aux travaux de réfection du pont ou la construction d'un pont ou l'amélioration d'un pont. Donc, il doit présenter des plans de vie. C'est fait dans les règles de l'art, donc il doit présenter des plans de vie signés par un ingénieur. Nous, on s'assure que ça respecte les normes sur les ponts. Okay? Puis à ce moment-là, on va donner notre autorisation en vertu d'un permis. Puis à la fin des travaux, il doit déposer un plan qui confirme la capacité portante du pont. Alors, j'aimerais savoir, M. Jacques, maintenant, c'est quoi le lien avec le ministère et les ZEC et réserves? Au niveau des liens, il n'y a pas de lien contractuel nécessairement, que ce soit au niveau de l'unité de gestion du bureau régional. Par contre, on s'entend qu'on les côtoie puis on les fréquente assez régulièrement. Les interventions qu'on planifie en forêt, un jour vont être opérées, récoltées, ou il va y avoir des travaux sylvicoles à réaliser. Puis on s'entend que ces réalisations-là bien, sont effectuées sur le territoire qui sont définis pour eux. Okay. Donc, nécessairement, bien, eux ont une offre, que ce soit au niveau de la pêche, de la chasse, de la villégiature, récréo. Puis ils veulent, bien entendu, que le potentiel qu'ils ont sur ce territoire-là demeure. Donc, via des rencontres qu'on a avec eux, bien, ils viennent parfois nous demander d'ajouter certains éléments au niveau de la planification opérationnelle pour maintenir ce fameux potentiel. Oui, c'est pour un petit peu d'essayer de concilier les opérations forestières et les opérations touristiques. C'est ça? Oui, c'est exactement ça. Puis où est-ce que ces rencontres-là prennent vie? C'est vraiment au niveau des tables GIR. Donc, on a des rencontres avec eux. Toutes les discussions qu'il y a par rapport aux emplacements ou au type d'intervention ne se font pas à la table GIR, mais ils se font vraiment en dehors, là, via des rencontres là, spécifiques avec chacun des intervenants. Puis ce type de procédé-là, il ne se fait pas seulement avec les ZEC et les réserves, il se fait aussi avec les pourvoiries,
les trappeurs, il se fait avec vraiment beaucoup d'intervenants. Alors, M. Sanson, j'aimerais que vous nous parliez un petit peu dans votre job concrète. J'imagine que vous devez regarder coupe partielle, coupe complète, martelage. J'aimerais vous expliquer tout ça, comment ça fonctionne. Bien, c'est sûr qu'une fois que la planification c'est fait, bon, le résultat de ça, c'est il y a des secteurs d'intervention qui ont été identifiés pour permettre la récolte de bois. Puis cette récolte de bois-là va se faire en vertu d'une prescription sylvicole qui a été faite suite à un diagnostic sylvicole du peuplement pour s'assurer de faire le bon traitement. Et on peut parler, il y a deux grandes familles de traitements. Il y a les coupes de régénération, OK, où le prélèvement va représenter plus de 50% des arbres qu'on va retrouver dans le peuplement. Puis il y a ce qu'on appelle les coupes partielles, où le prélèvement va consister à prélever moins de 50% des arbres qu'on trouve dans le peuplement. Quand on est en coupe partielle, souvent, on va faire du martelage, OK? C'est enfin, les arbres. c'est ça, c'est que chaque arbre à récolter va être marqué à hauteur des yeux avec un rond de peinture. Donc ça, on appelle ça du martelage négatif. Donc l'opérateur forestier, lui, va circuler dans le peuplement, puis il va aller abattre uniquement les arbres là, qui ont été marqués à la peinture. Donc là, on est dans la famille des traitements de coupe partielle. Puis vous regardez si ce martelage-là est conforme, c'est ça? Bien, c'est sûr que nous, on donne des contrats de martelage à des entrepreneurs forestiers. Okay. Puis, dans le suivi, nous, on s'assure que le martelage qui est fait sur le terrain respecte là, la directive de martelage qui est au contrat. Donc, il y a toutes sortes, il y a le prélèvement, les essences, la qualité des arbres. C'est toutes des caractéristiques qui identifient certains arbres où le sylviculteur va avoir identifié comme arbre devant être récolté. Donc, nous, on s'assure que le martelage respecte là, la directive de martelage qui a été élaborée avec la prescription sylvicole. Maintenant, on y va avec la dernière question futuriste, on pourrait dire. Justement, j'aimerais que vous nous parliez des prochains défis qui s'en viennent dans l'industrie de la forêt, de votre point de vue. Là. Bien, moi, c'est sûr qu'en termes disons, de ma responsabilité où je suis plus dans le suivi des opérations sur le terrain, c'est sûr que ça vient de la planification également, là, mais tantôt on parlait des tables-gires qui avaient été installés dans le cadre du nouveau régime forestier où chacun des intervenants sur le territoire va faire part de ses préoccupations pour essayer de modifier ou donner un certain alignement là, à la planification à court, moyen et long terme. Là. C'est sûr que de plus en plus, on intervient, il y a eu une plus grande place qui a été donnée aux autres intervenants sur le territoire. Là. Donc, moi, à mon niveau, ce que je vois comme défi à venir, c'est de plus en plus là, obtenir de l'harmonisation, que ça se déroule de façon harmonieuse parce qu'on donne plus de place, on consulte plus, donc on donne l'opportunité à du monde à exprimer leurs préoccupations puis à faire des demandes particulières. Donc, on comprend qu'il faut garder un aspect opérationnel pour les industries où, financièrement parlant, on est capable de faire des opérations qui sont rentables. Puis en même temps, il faut essayer de satisfaire le maximum de monde. Donc, il y a toute la conciliation, l'harmonisation là, de plus en plus là, que je considère qu'il va être un défi. Puis pour nous aider, bien, je pense que ça va prendre beaucoup d'éducation sur ce qui peut être fait puis comment le régime actuel fonctionne également. Là. Monsieur Jacques, vous me parliez tantôt hors d'onde qu'effectivement, l'industrie a connu des périodes troubles et que ce n'est pas tout à fait terminé. Il faut faire attention de bien continuer la relance. Effectivement, puis pour poursuivre sur le commentaire de mon collègue, son point est excellent. Le nouveau régime a mis en place les tables-gires. Il y a eu un très bon maillage, que ce soit entre le ministère et les compagnies forestières, pour permettre là, la nouveauté qui se trouve être la planification forestière qu'on fait, et aussi au niveau des intervenants. Par contre, ça a eu du bon, ça a bien été. Il faut maintenir ces bonnes relations-là. Puis il faut poursuivre là, les discussions pour s'assurer que les interventions respectent de plus en plus, en fin de compte, les besoins des différents intervenants. Donc, si je dirais là, un élément à poursuivre ou à garder en tête là, pour le futur, ça serait cet élément-là.